Bienvenue sur l'essentiel. Vous avez toujours trouvé la finance, l'économie et la science trop compliquées? Ici, on démystifie les concepts les plus complexes en explications simples et accessibles. Si vous rêvez de comprendre le monde qui vous entoure sans prise de tête, vous êtes au bon endroit. Restez avec nous. Aujourd'hui, on se pose une question qui est, au fond, assez vertigineuse. Qu'est-ce qui fait que les sciences sociales, comme l'économie par exemple, sont vraiment scientifiques? On va voir que c'est un vrai voyage au cœur de ce qu'on appelle la connaissance. Alors, voilà notre programme. On va partir du dilemme de base de l'économiste pour arriver petit à petit à une nouvelle manière de voir les choses, une manière bien plus puissante de concevoir le savoir. Le parcours est assez fascinant, alors c'est parti. Alors, entrons dans le vif du sujet. Quel est ce fameux dilemme, ce défi fondamental qui se pose à l'économie, mais aussi à toutes les autres sciences sociales? L'économie est-elle une science? Voilà, la question est posée. Comment est-ce qu'on peut bien appliquer la rigueur, l'objectivité de la science au monde si chaotique, si imprévisible du comportement humain? Ce n'est vraiment pas une mince affaire. Et là, on touche au cœur du problème. Imaginez un laboratoire de physique. Tout est contrôlé, on peut refaire l'expérience 1000 fois, on obtient les mêmes résultats. C'est un environnement stérile, maîtrisé. Maintenant, le labo de l'économiste. C'est notre société, c'est le monde entier. Un système complètement ouvert, impossible à contrôler. Les gens changent d'avis, les gouvernements changent, les crises éclatent. Bref, l'idée même de répéter une expérience à l'identique, c'est un luxe que les sciences sociales n'ont tout simplement pas. Alors, face à cette difficulté quasi insurmontable, comment les chercheurs en sciences sociales ont-ils essayé de s'en sortir? Comment ont-ils cherché à être scientifiques malgré tout? Eh bien, la réponse a longtemps été en copiant les grands frères, c'est-à-dire les sciences dures. Et l'outil numéro 1 dans cette quête de certitude, c'est la méthode dite déductive. L'idée, en gros, est assez simple. On part d'un grand principe, une sorte de vérité qu'on ne remet pas en question, un axiome. Par exemple, l'idée que l'être humain est un acteur rationnel qui cherche toujours à maximiser son intérêt. On pose ça comme base. Et à partir de là, le processus est très élégant, très logique. Étape 1, on a notre principe de base. Étape 2, on construit tout un modèle mathématique, un véritable château logique, sur cette fondation. Et étape 3, de ce modèle, on en tire des prédictions très précises sur le monde réel. Ça a l'air parfait, non? C'est propre, c'est carré, ça ressemble à de la science pure et dure. Oui, mais voilà, c'est justement là que les ennuis commencent. C'est au moment où ces magnifiques modèles, si parfaits sur le papier, se confrontent à la réalité brute que les choses se compliquent. Cette phrase, elle résume tout. Le laboratoire de l'économiste n'est pas le même que celui du physicien. Nous n'avons pas les moyens de contrôler des expériences. On ne peut pas mettre la société dans une éprouvette. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas dire à l'histoire « stop, on recommence pour vérifier notre hypothèse ». Alors, pourquoi est-ce que cette recherche de certitude, de lois universelles comme en physique, est vouée à l'échec en économie? D'abord parce que les humains ne sont pas des atomes. Le comportement humain n'est pas stable, il change tout le temps. Ensuite, les contextes politiques, sociaux, culturels, ils évoluent en permanence. Un modèle qui marchait très bien dans les années 80 peut être complètement à côté de la plaque aujourd'hui. Et puis, soyons honnêtes, les modèles ne sont que des simplifications, des cartes, pas le territoire. Ils ne capturent jamais la complexité infinie du réel. Et c'est là qu'on arrive au cœur de notre sujet, à une idée qui va tout changer. Une véritable révolution dans la manière de penser la science, portée par un philosophe, Karl Popper. Jusqu'à Popper, la démarche scientifique classique, c'était la vérification. C'est-à-dire, on a une théorie et on part à la chasse aux preuves qui confirment cette théorie. C'est assez intuitif, on cherche à avoir raison. Et là, Popper arrive et il met un grand coup de pied dans la fourmilière. Pour lui, ce qui fait qu'une théorie est scientifique, ce n'est pas de pouvoir la vérifier, mais au contraire de pouvoir la réfuter. L'exemple classique, c'est celui des signes. Si ma théorie est « tous les signes sont blancs », je pourrais passer ma vie à trouver des signes blancs, ça ne prouvera jamais ma théorie à 100%. Il en reste peut-être un que je n'ai pas vu. Par contre, pour réfuter ma théorie, il me suffit de trouver un seul signe noir. Voilà. Une théorie qui ne peut pas être potentiellement démentie, qui ne prend aucun risque, ce n'est tout simplement pas de la science. Et ça change tout. Le but de la science, ce n'est plus de prouver qu'on a raison. Au contraire, c'est d'essayer, avec la plus grande rigueur possible, de se prouver qu'on a tort. La science avance en cherchant ses propres failles, en essayant de démolir ses propres constructions. Chaque théorie qui s'effondre est en fait une victoire, car elle nous débarrasse d'une erreur. Ok, tout ça c'est bien beau philosophiquement, mais concrètement, ça veut dire quoi pour un chercheur au quotidien? Comment est-ce que cette méthode critique fonctionne en pratique? Eh bien, le chercheur dispose de toute une palette d'outils.
Il y a l'économétrie, bien sûr, pour analyser des montagnes de données statistiques, mais il y a aussi l'analyse de discours pour décortiquer les arguments dans un texte, ou d'autres méthodes plus complexes. L'important, ce n'est pas l'outil en lui-même, c'est de choisir le meilleur outil pour la tâche, c'est-à-dire celui qui va le mieux permettre de mettre à l'épreuve l'idée qu'on veut tester. Du coup, la démarche d'un bon chercheur critique, ça ressemble à ça. D'abord, il faut une maîtrise absolue de tout ce qui a été dit avant sur le sujet. Ensuite, il faut analyser tout ça avec un regard critique. Quelles sont les hypothèses de base, les points faibles? Troisième étape, on isole un principe, une idée précise d'une théorie existante. Et là, on la confronte aux faits, à notre problème, et on voit si elle tient le choc. Le but, je le répète, n'est pas de confirmer, mais bien de défier, de challenger l'idée. On arrive à la fin de notre parcours. Essayons de synthétiser un peu tout ça, et de voir ce que ça implique pour notre vision de la connaissance en général. Cette phrase est essentielle. La chose la plus importante dans la connaissance scientifique, c'est la dimension critique. Ce n'est pas la sophistication des maths, ni le volume des données qui fait la science. C'est cette attitude, ce doute permanent, cette volonté de toujours questionner ce qu'on pense savoir. La science n'est donc pas une destination finale, un lieu où l'on découvrirait des vérités gravées dans le marbre. Non, c'est un processus sans fin. Un processus d'élimination. Chaque théorie fausse qu'on écarte est un pas en avant. On se rapproche de la vérité sans jamais avoir la prétention de la posséder. Ce qui nous laisse avec cette question, pour finir. Si on ne peut jamais être sûr de rien à 100%, quelle est la prochaine idée, la prochaine croyance bien ancrée sur le monde qu'on devrait mettre à l'épreuve? Accepter cette incertitude, ce n'est pas une faiblesse, c'est au contraire la plus grande force de l'esprit scientifique. Et c'est ce qui nous pousse à rester curieux, humbles et toujours prêts à apprendre. C'est peut-être ça, finalement, la leçon la plus importante.